Tout d'abord, j'avais prévu de vous parler des évolutions. Je vais y revenir tout de suite. Pierre Arnaud vous en a déjà donné les principales. Au niveau des constantes encore, j'insisterai sur le fait que ce qui n'a absolument pas changé, c'est que l'enfermement fait mal et fait mal dès la première heure. Il fait mal non seulement aux personnes qui sont détenues, mais à leurs proches. Si j'insiste sur cet élément, c'est parce qu'aujourd'hui, énormément de détenus en centre fermé ont des proches en Belgique, des membres de leur famille, qui sont indirectement aussi atteints par la détention de ces personnes. Au niveau des centres fermés, parmi les évolutions, Pierre Arnaud l'a dit, on est passé de 6 à 5 centres fermés. Le centre INAT, qui était un centre au sein de l'aéroport, sans accès à l'air libre, a été fermé, sauf erreur de ma part, en 2012, en même temps que le centre 127 qui se trouvait sur la base militaire de Melsbroek, donc particulièrement inaccessible. Aujourd'hui, ces centres ont été remplacés par le centre Caricole, qui garde la même capacité que les deux centres fermés. Une autre évolution assez remarquable, celle-là, on l'a dit, Pierre Arnaud l'a signalé également, vous le savez, c'est la fin depuis 2008-2009 de la détention des enfants mineurs en centre fermé. Aujourd'hui, on ne trouve plus que très exceptionnellement des mineurs en centre fermé. Une forme d'alternative à la détention a été mise en place, c'est à signaler d'ailleurs, sous un gouvernement libéral. Elle consiste donc à placer les familles qui comportent des enfants mineurs dans des maisons de retour. Je ne m'étends pas parce qu'un autre intervenant en parlera, mais donc ça a permis de mettre fin à cette détention pendant près de 10 ans, plus d'enfants en centre fermé, et c'est une évolution assez remarquable. Au niveau toujours des personnes détenues, que constate-t-on aussi dans les profils de personnes détenues? Peut-être une augmentation du pourcentage des personnes qui ne sont pas en séjour irrégulier, mais qui sont demandeurs d'asile. Je pense notamment aux demandeurs d'asile Dublin, dont un nombre de plus en plus important se retrouve placé en centre fermé en vue d'être transférés vers un autre pays de l'Union européenne. On estime aujourd'hui que les demandeurs d'asile détenus en centre fermé représentent près d'un quart des personnes détenues en centre fermé, si on rajoute donc les demandeurs d'asile à la frontière, et éventuellement des demandeurs d'asile qui introduisent leur demande sur le territoire, par exemple lorsqu'ils introduisent une seconde ou une troisième demande d'asile. Donc ces demandeurs d'asile sont en principe soumis à une procédure accélérée en centre fermé. On constate cependant que leur détention peut durer particulièrement longtemps, parce que les délais sont des délais d'ordre pour prendre des décisions au niveau du CGRA, donc l'instance qui examine les demandes d'asile, et ne sont pas toujours respectés. Et donc bien souvent, on a des demandeurs d'asile en procédure en Belgique qui restent détenus relativement longtemps. Au niveau des demandeurs d'asile Dublin, là, les choses vont en général beaucoup plus vite. Ces demandeurs sont rapidement transférés vers d'autres pays avec très très peu de voies de recours effectives qui fonctionnent. Bien souvent, quand un avocat est désigné, il est trop tard pour que celui-ci puisse introduire un recours qui suspende effectivement le transfert vers le pays déclaré responsable, considéré comme responsable pour le traitement de la demande d'asile. On peut signaler quand même récemment que le Conseil du contentieux des étrangers, donc qui est la juridiction qui examine les recours introduits, a suspendu et interdit le transfert de plusieurs demandeurs d'asile vers la Bulgarie. Encore une autre évolution, toujours au niveau des personnes détenues, par rapport à il y a 10 ans, on constate aujourd'hui évidemment qu'il y a beaucoup moins de Bulgares, de Polonais, de Roumains, vous ne serez pas surpris. Ceux-ci ont été, donc qui occupaient les 3 premières marches des nationalités détenues à l'époque. Aujourd'hui, on trouve essentiellement des Albanais, des Marocains et des Congolais parmi les nationalités les plus représentées dans les centres fermés. Encore aussi parfois d'autres ressortissants des pays des Balkans, sans doute parce que leur expulsion est plus facile que beaucoup d'autres nationalités, comme par exemple les Algériens. Au niveau, une évolution encore qui pour le coup a permis de faire un peu baisser la tension dans les centres fermés, et pas mal, de l'aveu même de plusieurs responsables de l'Office des étrangers, c'est d'avoir permis aux détenus d'utiliser un GSM dans les centres fermés, donc d'avoir des meilleurs contacts vers l'extérieur. Donc
Évidemment, il faut que ces GSM, pas des smartphones munis de caméras, juste un simple GSM, s'ils n'en ont pas, ils ont la possibilité d'en acheter un dans le centre fermé. La question se pose d'ailleurs aujourd'hui, ce système va-t-il pouvoir perdurer? On sait que dans toutes les nouvelles législations, il n'est plus possible d'acheter des cartes SIM anonymes, des puces pour charger ces téléphones portables. Il sera intéressant de voir comment l'Office des étrangers, dans les semaines et les mois qui viennent, va résoudre ce problème, surtout que beaucoup des cabines téléphoniques qui étaient installées dans les centres fermés ne semblent ne plus fonctionner. Toujours au niveau des changements, cette fois-ci plutôt au niveau structurel, on a eu quand même des changements législatifs importants. Il y a eu la directive retour entre-temps et sa transposition dans le droit belge. Cette directive a pour conséquence notable pour les détenus, c'est qu'aujourd'hui presque tous les détenus en centre fermé, en tout cas les personnes en séjour irrégulier, je fais abstraction des demandeurs d'asile, sont soumis à une interdiction d'entrée. Au moment où on leur notifie donc leur titre de détention, elles reçoivent une interdiction d'entrée, c'est-à-dire une interdiction de revenir sur le territoire, généralement de 2 ou 3 ans, voire plus longue lorsqu'il y a un problème d'ordre public. Cette directive retour a aussi eu pour conséquence, avant même qu'elle soit transposée dans le droit belge, déjà une circulaire et un programme mis en place par l'OE, programme SAFER, Sensitive Follow-up and Return, qui vise à assurer un meilleur suivi des personnes ayant fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire, en organisant donc une collaboration entre l'Office et les différentes municipalités pour s'assurer que les personnes qui ont fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire y obtempèrent bien. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup des détenus en centre fermé ne sont plus, comme par le passé, arrêtés au hasard d'une interpellation, mais semblent avoir été spécifiquement ciblés, visés. Ils ont été arrêtés au petit matin, le plus souvent à leur domicile, donc soit parce qu'ils ont refusé plusieurs ordres de quitter le territoire, mais surtout parce qu'ils ont introduit plusieurs demandes de séjour, soit plusieurs demandes d'asile, plusieurs demandes de régularisation, et ce faisant communiquer leur adresse. Et donc aujourd'hui, on a énormément de détenus qui se retrouvent arrêtés parce qu'elles ont à tout prix essayé de se mettre en ordre de séjour. On constate ça également, et c'est particulièrement frappant pour les personnes d'origine étrangère qui ont tenté de contracter une union, soit avec un Belge ou un ressortissant européen, que ce soit par le biais d'un mariage ou d'une cohabitation légale. Celles-ci sont systématiquement vues comme suspectes dès que la personne, l'étranger, est en séjour irrégulier. Et bien souvent, ce qu'on constate, c'est que la personne, en fait, est arrêtée au domicile de la personne qu'elle présente comme son conjoint, à nouveau à la première heure, et qu'il est très difficile, voire impossible, d'obtenir leur remise en liberté, alors que pourtant, donc ces mariages sont vus toujours comme suspects, il y a une enquête qui est menée, souvent parfois elles sont arrêtées simplement à l'issue des démarches qu'elles ont accomplies auprès des autorités communales, donc simplement de s'être informées, d'avoir introduit une déclaration, de demander comment faire pour introduire une déclaration de mariage, les met dans le collimateur de ce bureau SAFER. Toujours au niveau des évolutions depuis le précédent rapport, il faut signaler aussi la création dans 2 centres fermés de permanence d'aide juridique, dans les centres fermés de Votem et de Bruges, permanences qui se tiennent au centre fermé 2 fois par semaine et à Bruges 1 fois par semaine, qui auraient dû permettre peut-être un meilleur suivi des personnes détenues. On l'a dit juste Pierre Arnaud l'a signalé, aujourd'hui, la détention administrative, elle est souvent peu contrôlée. Elle est peu contrôlée non seulement dans ses conditions, mais la privation de liberté en elle-même, c'est une exception au principe. Donc il s'agit d'une détention administrative. Elle n'est pas décidée par un juge, elle est décidée par un fonctionnaire. Et certes, le détenu a le droit d'introduire un recours contre cette détention, mais il n'y a pas un contrôle automatique, systématique. Et encore, lorsqu'un avocat introduit ce recours, donc une requête de mise en liberté, ce contrôle est très restreint puisque le juge ne peut contrôler que la légalité de la mesure de détention et pas du tout l'opportunité de la mesure de détention. Donc si la personne présente réellement un risque de fuite, si elle est particulièrement vulnérable, ça va être très difficile d'obtenir une requête de mise en liberté. Et parmi les 20% des personnes libérées, on constate qu'au final, il y en a très très peu qui ont été libérées à la suite de ce contrôle. Donc un contrôle vraiment très compliqué, très difficile d'accès,
aussi pour des raisons de compétence. Il faut savoir que quand vous êtes détenu en centre fermé, si vous n'avez pas d'avocat, il y a la possibilité d'en désigner un. Donc ce sera l'avocat du ressort de l'arrondissement où se trouve le centre fermé, qui n'est pas nécessairement celui du ressort où vous avez été arrêté. Et donc vous pouvez vous trouver avec un avocat néerlandophone alors que vous êtes francophone, que toute la procédure, que la requête de mise en liberté devrait être introduite devant une chambre du conseil, une juridiction francophone, et vice-versa, ce qui complique encore davantage évidemment l'introduction de ces requêtes. Enfin, dernière évolution que je note, c'est quand même l'évolution importante ces dernières années et tout particulièrement ces derniers mois, ces 2 dernières années, des budgets consacrés au centre fermé. Ça semble être un des secteurs où on augmente quand même un peu les budgets consacrés à l'expulsion des personnes, où ce secteur semble avoir moins de difficultés qu'ailleurs à trouver des budgets, même si, comme l'a dit Pierre Arnaud, 1000 places paraît peu vraisemblable, la création à très brève échéance de 1000 places supplémentaires. Voilà, je vous remercie.